On pense toujours que la famille est un refuge. Un port d'attache sur où l'on peut se réfugier lorsque le monde extérieur devient trop hostile. J'ai cru à cette douce illusion pendant 35 ans. Je m'y suis accroché comme à une bouée de sauvetage. Jusqu'à ce qu'un simple appel téléphonique, un mardi après-midi pluvieux, fasse voler en éclats toutes mes certitudes et me révèle la terrible, la glaciale vérité. Quand j'ai demandé des nouvelles des vacances en Guadeloupe à 20 000 € que j'avais payés de ma poche pour toute ma famille, ma mère, Nadège, m'a répondu d'une voix blanche, une voix dépourvue de toute chaleur: on y est déjà allé la semaine dernière. C'était seulement pour la famille. Ces mots, prononcés avec une simplicité déconcertante, ont été le début de ma descente aux enfers, le début d'une guerre que je n'avais jamais voulu mener. Mais ils ont aussi été, sans que je le sache encore, le premier pas vers ma véritable libération. Laissez-moi vous raconter comment cette trahison, cette manipulation financière, a failli me détruire, et comment j'ai dû me battre contre mon propre sang pour survivre. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire qui a changé ma vie à jamais, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter, vous et moi. C'est incroyable de penser que nous pouvons partager nos expériences malgré les distances. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lirai chacune de vos réponses. Je m'appelle Perrine Renaud, j'ai 35 ans. Je suis analyste financière dans un grand cabinet à Lyon. Pour quiconque regardait ma vie de l'extérieur, tout semblait en ordre, presque enviable, une carrière solide, un bel appartement avec vue sur les toits de la ville, une indépendance financière pour laquelle j'avais travaillé sans relâche. Mais la vérité, c'est que les murs de cet appartement étaient devenus bien silencieux ces derniers temps. Une relation de 7 ans venait de se terminer 6 mois plus tôt, me laissant avec un sentiment d'échec, un vide immense que mon succès professionnel ne parvenait pas à combler. Dans cette période de grande vulnérabilité, je me suis tournée vers ce que je croyais être mon ancre, ma famille. Mes parents, Hervé et Nadège, ainsi que ma sœur cadette, Faustine, vivaient à Saint-Étienne, à 1 heure de route. Une heure qui, je le réaliserai plus tard, représentait un fossé bien plus grand qu'une simple distance géographique. Pour combler mon propre vide, pour me sentir utile, et surtout, pour acheter une reconnaissance que je n'obtenais jamais vraiment, j'ai commencé à donner. Plus que de raison. Ce n'était pas entièrement nouveau. Depuis le début de ma carrière, j'avais été leur filet de sécurité, la fille qui a réussi. Mais après ma rupture, ce besoin de prouver ma valeur est devenu une obsession. Chaque virement, chaque facture payée, était une petite victoire sur mon sentiment d'échec personnel. C'est dans cet état d'esprit que j'ai eu l'idée de ce grand voyage. La Guadeloupe. J'ai passé des semaines à tout organiser en secret. J'ai passé des nuits sur des sites de voyage, choisissant la plus belle villa avec piscine, réservant des excursions pour voir les tortues, imaginant leurs visages s'illuminer. C'était mon projet, mon cadeau, ma tentative désespérée de soigner mes propres blessures en leur offrant un paradis. J'ai viré 20 000 € sans même cligner des yeux. Le téléphone semblait lourd dans ma main ce mardi-là. J'étais fébrile, comme une enfant avant Noël. Allô ? La voix de ma mère était distante. Salut maman, c'est Perrine. J'appelle aux nouvelles. Alors, l'organisation pour la Guadeloupe, ça avance ? J'ai tellement hâte de tout savoir. Un silence s'est installé. Pas un silence de surprise, mais un silence gêné, lourd. Ah, ça. Sa voix était plate. On y est déjà allé la semaine dernière. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai cru à une mauvaise blague. Pardon ? Comment ça ? Mais, je n'étais au courant de rien. Les billets, la villa, tout était à mon nom. Ton père s'est occupé de tout changer. C'était une décision de dernière minute. On avait besoin de se retrouver, tu comprends. Seulement la famille. J'ai gelé. Mon sang s'est retiré de mon visage. C'est l'aimant pour la famille. La phrase était une absurdité cruelle. Mais, maman, je suis ta fille. Je suis de la famille, non. Ma voix était un souffle brisé. Perrine, ne commence pas à faire de drame. C'était juste entre nous. On t'appellera plus tard, je suis occupée. Et elle a raccroché. Le combiné m'est tombé des mains. C'est l'aimant pour la famille. Ces 4 mots tournaient en boucle dans ma tête,
comme un poison. N'étais-je donc pas de la famille? Moi qui avais payé pour chaque cocktail qu'ils sirotaient sur la plage. Et ce que j'allais découvrir dans mes relevés bancaires allait transformer mon chagrin en une rage froide et déterminée. Cette nuit-là, le sommeil était un pays lointain et inaccessible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des images de plages de sable blanc, d'eau turquoise, et les visages souriants de ma famille. Des visages heureux, profitant du paradis que je leur avais offert, un paradis dont j'étais exclu. La douleur initiale, ce choc brutal de la trahison, s'est lentement transformé en une question froide et méthodique qui a pris le pas sur le chagrin. Comment? Comment avions-nous pu en arriver là? La réponse, je le savais, ne se trouvait pas dans mes émotions, mais dans les faits. Dans les chiffres. Vers 2 heures du matin, incapable de supporter plus longtemps le silence de mon appartement, je me suis levée. La lumière de l'écran de mon ordinateur portable a dessiné un carré blafard dans l'obscurité. J'étais une analyste financière. Mon métier consistait à trouver la vérité dans des colonnes de chiffres, à identifier des schémas, à voir ce qui se cachait derrière les apparences. Pour la première fois de ma vie, j'allais appliquer ces compétences à ma propre histoire. Ce n'était plus une simple vérification de comptes. C'était une autopsie. L'autopsie de ma relation avec ma famille, l'autopsie de ma propre crédulité. J'ai ouvert le portail de ma banque en ligne et j'ai réglé les filtres sur les 24 derniers mois. J'ai commencé à faire défiler, ligne par ligne. Chaque transaction était une petite cicatrice, un souvenir d'une manipulation passée que je n'avais pas vue à l'époque. La première évidence était le virement mensuel, celui que je ne regardais même plus. 1 200 €. Libellé, loyer SE. Saint-Étienne. Depuis 24 mois, sans un seul retard. Je me suis souvenu de la conversation avec mon père, Hervé. Sa voix grave, empreinte d'une fausse solennité. Ta mère s'inquiète beaucoup, Perrine. Avec ma petite retraite, on a peur de ne pas pouvoir garder l'appartement. Si seulement on avait un petit coup de pouce. J'avais mordu à l'hameçon, soulagé de pouvoir apaiser leur inquiétude. 24 mois. 28 800 €. Mon estomac s'est serré. J'ai continué. Faustine. Ma petite sœur. Il y avait le prélèvement trimestriel pour son assurance auto. 300 €. Perrine, je suis la découverte ce mois-ci, je ne sais pas comment je vais faire. Tu me sauves la vie. Elle me sauvait la vie tous les 3 mois, apparemment. 2400 €. Et puis, il y avait les urgences, une catégorie fourre-tout pour leur dépendance financière. Je cliquais sur chaque virement ponctuel et la mémoire associée me revenait en pleine figure. 500 € en mars dernier. Réparation voiture papa. J'étais en pleine négociation d'un contrat crucial, j'avais dû m'absenter pour faire le virement depuis mon téléphone. 800 € en juillet. Urgence dentaire maman. Elle s'était plainte d'une rage de dents, j'avais viré l'argent sans même demander de devis. 350 € en septembre. Facture EDF imprévue Faustine. Elle avait pleuré au téléphone, disant qu'on allait lui couper l'électricité. J'ai tout exporté sur une feuille de calcul. Ligne après ligne, j'ai catégorisé chaque dépense. Chaque chiffre était un clou de plus dans le cercueil de mon innocence. Le total des urgences et autres dépannages s'élevait à 17 450 €. J'ai additionné le tout, le loyer, l'assurance, les urgences. 48 650 €. Puis, j'ai ajouté la dernière ligne, la plus douloureuse. Voyage Guadeloupe. 20 000 €. Le grand total est apparu en gras en bas de mon écran. 68 650 €. J'ai fixé ce chiffre, le souffle coupé. Ce n'était pas de l'argent. C'était du temps. C'était des heures supplémentaires. C'était des week-ends à ne pas partir avec des amis. C'était un canapé que je n'avais pas remplacé. C'était une thérapie que j'avais jugée trop chère après ma rupture, alors que je dépensais des fortunes pour eux. J'avais financé leur confort en sacrifiant le mien. Et en retour, j'avais été effacée de la photo de famille. Ce n'était pas de l'amour que je leur donnais. C'était un pansement pour ma propre estime de soi blessée. Je voulais me sentir indispensable, acheter leur approbation. Et ils avaient pris l'argent, ils avaient pris mes sacrifices,
et il s'en était servi pour s'envoler au paradis, me laissant seul avec mes chiffres et ma douleur. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une colère glaciale. Une lucidité terrifiante. J'ai compris que je n'étais pas leur fille. J'étais leur banque. Leur source de revenus. Et ma seule valeur à leurs yeux était le montant que je pouvais virer. Une rage froide m'a envahi. J'ai pris mon téléphone. Mon premier appel n'était pas pour eux. C'était pour ma conseillère financière. Il était temps de soigner la vraie blessure. Le mois qui a suivi la révélation a été un désert de silence. Pas un appel. Pas un message. Rien. C'était comme si j'avais été effacée de leur existence. Au début, ce silence était douloureux, chaque jour qui passait était une confirmation de leur indifférence. Mais petit à petit, la douleur s'est transformée en autre chose. Une sorte de cocon de froideur s'est formé autour de mon cœur. Ce silence n'était plus une punition, il devenait une armure. Chaque jour sans nouvelles, ma résolution se solidifiait, passant de l'état de liquide à celui de glace. Ils pensaient sans doute que j'allais craquer. Que la gentille Perrine, la fille généreuse, finirait par avaler sa peine et que le flot d'argent reprendrait son cours. Ils ne pouvaient pas plus se tromper. Je n'étais plus cette personne. La femme qui avait passé une nuit à décortiquer ses comptes en banque était née ce soir-là, et elle était faite de chiffres, de faits, et d'une détermination nouvelle et implacable. J'attendais. Je savais qu'il se manifesterait. Non par amour ou par remords, mais par pure et simple nécessité. Le moment est arrivé un mardi après-midi, alors que je bouclais un dossier au bureau. Mon téléphone a vibré sur la table. Le nom de « Faustine » s'est affiché. J'ai senti une montée d'adrénaline, mais ma main était parfaitement stable quand j'ai décroché. Perrine ? Sa voix était un concentré de fausse douceur, le ton qu'elle prenait pour amadouer un enfant ou un animal. Oui, Faustine, ai-je répondu, ma voix calme et posée, ce qui a semblé la déconcerter un instant. Écoute, je suis vraiment désolée de te déranger avec ça, je sais que tu es occupée. Elle a commencé par des circonvolutions, essayant de me mettre en condition. Mais voilà, je suis dans une situation terrible. Le propriétaire est venu ce matin, il est furieux. Le loyer est en retard, il menace de nous mettre à la porte. Il me manque environ 2000 € pour tout régler. Je ne sais absolument pas quoi faire. Tu pourrais me les envoyer aujourd'hui ? S'il te plaît, Perrine, tu es mon seul espoir. J'ai écouté son discours bien rodé. Pas un mot sur la Guadeloupe. Pas une once d'excuses. Pas même un « comment vas-tu depuis le temps ?» Non. Juste le problème, l'urgence, et la solution attendue, moi. Mon portefeuille. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai revu le sable blanc, l'eau turquoise. J'ai entendu le rire de ma mère au téléphone, suivi du « clic » final qui m'avait brisé le cœur. J'ai rouvert les yeux. Seulement pour la famille, tu te souviens, ai-je lâché, chaque mot pesant une tonne. Un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis un petit rire nerveux, dissonant. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est une famille, Perrine, bien sûr. Ne rends pas les choses bizarres, s'il te plaît. Bizarre ? J'ai laissé échapper un rire bref et sans joie. Tu veux parler de ce qui est bizarre, Faustine ? Est-ce qu'il n'est pas bizarre qu'une famille parte en vacances à 20 000 € sans la personne qui a tout payé ? Est-ce qu'il n'est pas bizarre que cette même famille appelle un mois plus tard pour réclamer de l'argent comme si de rien n'était ? Sa voix a durci. Fini la comédie. Oh, c'est pour ça. Tu es encore bloqué là-dessus ? Franchement, Perrine, c'était juste un voyage, il faut passer à autre chose. On a de vrais problèmes, nous. On a besoin de cet argent. Non, ai-je corrigé, ma voix devenant aussi tranchante que du verre brisé. Vous avez besoin de cet argent. Et ma réponse est non. Je ne vous enverrai plus jamais un seul centime. C'est terminé. Tu n'as pas le droit de faire ça, a-t-elle hurlé dans le combiné, la panique perçant sous la colère. Si. Je viens de le faire, ai-je dit avec un calme glacial, avant de mettre fin à l'appel. Mes mains tremblaient, mais c'était un tremblement de libération, pas de peur. Sans une seconde d'hésitation, j'ai ouvert l'application de ma banque sur mon téléphone.
J'ai navigué jusqu'à la section des virements permanents, ce monument à ma stupidité passée. Loyer SE, 1200 €. J'ai appuyé sur « Annuler ». Le message de confirmation est apparu. Un poids s'est envolé de mes épaules. Assurance auto Faustine, 300 €. Annulé. Confirmation. Un autre poids. J'ai continué, méthodique, implacable, jusqu'à ce que la liste soit vide. Puis, j'ai appelé ma conseillère financière. Madame Dubois, c'est Perrine Renaud. Je veux prendre rendez-vous dès que possible. Je dois complètement verrouiller mes comptes. Elle m'a donné un créneau pour l'après-midi même. À la banque, j'ai signé une pile de documents qui érigeaient une forteresse numérique autour de mes finances. Nouveau code, authentification à plusieurs facteurs, alerte pour la moindre transaction. En sortant, le ciel de Lyon me semblait plus clair, l'air plus facile à respirer. J'avais tracé une ligne dans le sable. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'ils n'allaient pas accepter ce « non » aussi facilement. Leur riposte allait être rapide, et bien plus brutale que je ne l'aurais cru. Le lendemain matin, une fausse tranquillité régnait dans mon appartement. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, et pour la première fois depuis des semaines, je m'étais réveillée sans ce poids sur la poitrine. Je me préparais un café, savourant ce début de paix intérieure, lorsque le bruit sec de portières de voitures claquant dans la rue a brisé le silence. Un bruit, puis un autre. Un sentiment de malaise m'a immédiatement envahi. Je me suis approchée de la fenêtre, me cachant derrière le store. Mon cœur a raté un battement. Une berline noire, que je ne connaissais pas, était garée juste en bas. Mon père, Hervé, en est sorti le premier, le visage fermé, évitant de regarder vers mes fenêtres. Puis ma mère, Nadège, droite comme un i, les bras croisés sur sa poitrine, l'air d'une reine offensée. Et Faustine, dont le visage affichait un mélange de colère et de suffisance. Il n'était pas seul. Un homme en costume sombre, une mallette en cuir à la main, les a rejoints sur le trottoir. Il leur a dit quelques mots, et le quatuor s'est dirigé d'un pas décidé vers l'entrée de mon immeuble. Ce n'était pas une visite. C'était une invasion. La sonnette a retenti, un son strident et impérieux qui a semblé faire trembler les murs. J'ai posé ma tasse. Mon cœur battait la chamade, mais une étrange froideur s'est emparée de moi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte d'un coup sec. Ils étaient là, massés sur mon paillasson, formant un bloc hostile. « Perrine, il faut qu'on parle », a commencé Faustine, avec un ton qui se voulait raisonnable mais qui transpirait l'agressivité contenue. L'homme en costume a fait un pas en avant, me tendant une carte de visite. « Mademoiselle Renaud ? Je suis maître Gauthier, l'avocat de votre famille. » Le mot « famille » sonnait faux, comme un terme technique. Vos parents et votre sœur sont extrêmement préoccupés par vos décisions récentes et votre comportement. Nous sommes ici pour discuter de vos obligations financières envers eux. Le mot « obligation » m'a frappé en pleine poitrine. J'ai balayé mon regard sur eux. Ma mère a pris la parole, sa voix tranchante. « Tu nous as toujours soutenus, Perrine. C'est normal. Une fille aide ses parents. Tu ne peux pas décider de tout arrêter comme ça, sur un coup de tête. » Mon père a finalement levé les yeux vers moi, son regard était fuyant. « On compte sur cet argent, Perrine. Sois raisonnable, ne nous oblige pas à en arriver là. » Leurs paroles, leur visage, leur avocat. C'était une attaque coordonnée, conçue pour me faire sentir coupable, irresponsable, anormal. Mais la femme qui se tenait devant eux n'était plus la même que celle qui pleurait un mois plus tôt. Je me suis redressée de toute ma hauteur. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis ma sœur. « Des obligations ?» ai-je répété, ma voix était calme mais chargée d'une intensité nouvelle. « Laissez-moi vous expliquer ce qu'est une obligation. C'est de ne pas trahir la confiance de la personne qui vous aime et vous soutient. C'est d'avoir la décence de ne pas partir en vacances de luxe avec l'argent de quelqu'un en le laissant derrière. Vous avez brisé la seule obligation qui comptait, celle du respect et de l'amour. Par conséquent, je n'ai plus aucune obligation envers vous. » Le visage de Faustine est devenu rouge de fureur. « Espèce d'égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Maître Gauthier a senti qu'il perdait le contrôle. Il a repris la parole d'un ton plus dur.
Mademoiselle Renaud, mettons les sentiments de côté. Légalement, votre famille pourrait arguer d'un soutien régulier qui a créé une dépendance. Un juge pourrait être sensible à leur situation. Nous vous suggérons de rétablir les virements immédiatement. C'était une menace à peine voilée. Un calme glacial s'est emparé de moi. Alors, allez au tribunal, ai-je dit en reculant d'un pas, et maintenant, je vous demande de quitter ma propriété. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. J'ai refermé la porte sur leur visage médusé. J'ai tourné la clé dans la serrure. Puis le pène. Le son métallique a claqué comme un coup de feu. Dehors, leurs voix se sont élevées, confuses, indignées. Je me suis adossé contre le bois de la porte, le cœur battant à tout rompre, l'adrénaline me faisant trembler. Alors que le bruit de leurs pas s'éloignait, puis le son de leur voiture, un silence total est tombé sur l'appartement. Et dans ce silence, la force que j'avais ressentie s'est évaporée, me laissant vide. J'ai glissé le long de la porte jusqu'au sol froid du couloir. J'avais gagné. Mais j'étais seule. J'avais fermé la porte à la seule famille que j'avais. Cette victoire avait un goût de cendre. À ce moment précis de mon histoire, j'aimerais vous poser une question. Si vous aviez été à ma place, face à une telle pression, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé pour maintenir une paix fragile, ou auriez-vous fait comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, vos avis m'intéressent vraiment. Assise là, sur le sol froid, je savais que ce n'était pas fini. J'avais gagné une bataille, mais ils avaient déclaré la guerre. Et je savais, avec une certitude terrifiante, que leur prochaine attaque ne viserait plus ma porte, mais tout ce qui me définissait, ma carrière. Les jours qui ont suivi l'affrontement devant ma porte ont été empreints d'une paranoïa sourde. Chaque voiture qui ralentissait dans ma rue, chaque appel d'un numéro inconnu me faisait sursauter. Je savais que leur menace d'aller au tribunal n'était pas en l'air, mais j'ignorais quelle forme prendrait leur prochaine offensive. Je m'étais trompé en pensant qu'ils suivraient une voie conventionnelle. Leur haine était plus personnelle, plus vicieuse. Ils n'allaient pas seulement s'attaquer à mes finances, ils allaient s'attaquer à mon identité même. 3 jours après leur visite, la foudre est tombée. J'étais en pleine réunion, présentant les résultats trimestriels à une équipe de direction. C'était un moment important pour moi, le fruit de semaines de travail acharné. Mon téléphone professionnel, posé en mode silencieux sur la table, s'est allumé. Le nom de mon directeur, Monsieur Dubois, s'est affiché. J'ai discrètement rejeté l'appel. La réunion était trop importante. 1 minute plus tard, il a rappelé. Mon estomac s'est noué. Monsieur Dubois ne m'appelait jamais 2 fois de suite, sauf en cas d'extrême urgence. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. J'ai bredouillé une excuse et je suis sorti de la salle, le cœur battant. Oui, Monsieur Dubois? Un problème? Perrine, pouvez-vous venir dans mon bureau tout de suite, s'il vous plaît? C'est important. Sa voix était grave, tendue. Le court trajet jusqu'à son bureau m'a semblé durer une éternité. Les murs du couloir semblaient se refermer sur moi. Quand je suis entré, il m'a fait signe de fermer la porte, un geste qu'il ne faisait jamais. Il avait l'air profondément mal à l'aise, évitant mon regard. Asseyez-vous, Perrine. Il a pris un instant, comme pour peser ses mots. Écoutez, je viens de recevoir un appel, très déconcertant. Un appel à votre sujet. Mon sang s'est glacé. J'ai su avant même qu'il ne continue. Une femme a appelé. Elle ne s'est pas identifiée, se présentant seulement comme un membre de votre famille très proche et très inquiète, a-t-il dit, en me fixant pour évaluer ma réaction. Elle a tenu des propos très alarmants. Elle m'a expliqué que vous traversiez une crise personnelle profonde depuis une rupture sentimentale. Il a marqué une pause. Je ne pouvais plus respirer. Elle a utilisé des termes très précis. Elle a dit que vous étiez devenu émotionnellement instable, que vous preniez des décisions financières impulsives et irrationnelles, et que votre jugement était sévèrement altéré. Elle a terminé en disant qu'elle s'inquiétait de vous voir continuer à gérer des portefeuilles clients importants dans votre état, et qu'elle estimait de son devoir de nous en avertir. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chaque mot était une balle tirée avec une précision chirurgicale. Instable, irrationnel, jugement altéré.
C'étaient des mots conçus pour me anéantir professionnellement. Mon métier était basé sur la confiance, la rationalité, la stabilité. C'était une calomnie, une diffamation d'une cruauté inouïe. C'était la signature de Faustine, sa façon venimeuse de se venger. Les larmes me sont montées aux yeux, des larmes de rage et d'impuissance. J'ai serré les poings sous la table pour ne pas trembler. Monsieur Dubois, ai-je commencé, ma voix brisée par l'émotion. Ce que cette personne vous a dit est un tissu de mensonges. C'est une tentative de nuire à ma réputation. Je suis en plein conflit familial. J'ai récemment arrêté de subvenir financièrement à leurs besoins après avoir découvert une trahison. Ceci est leur vengeance. C'est abject. Il m'a regardé, son visage une énigme. Il me connaissait depuis 5 ans. Il connaissait la qualité de mon travail. Je veux vous croire, Perrine, a-t-il dit finalement, et son ton était sincère. Votre travail a toujours été au-delà de tout reproche. Mais vous devez comprendre ma position. Ce genre d'allégation, même fausse, est du poison. Elle sème le doute. Pour l'instant, cela reste strictement entre nous. Mais je suis obligé de vous le dire, vous devez régler cette situation personnelle, et vite. Je ne peux pas prendre le risque que la confiance de nos clients soit ébranlée. Sortir de son bureau a été une humiliation profonde. En retournant à ma place, j'avais l'impression que tous mes collègues me dévisageaient, qu'ils savaient, qu'ils me jugeaient. Ils n'avaient pas seulement essayé de me ruiner financièrement. Ils essayaient de détruire ma réputation, mon gagne-pain, la seule chose qui me restait, la seule chose qui me donnait un sentiment de fierté et d'indépendance. C'est à ce moment-là que la peur s'est transformée en fureur. Je ne me battais plus pour de l'argent. Je me battais pour ma survie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'ai même pas allumé les lumières. Je me suis assise dans le noir, le silence de l'appartement faisant écho au chaos dans ma tête. L'humiliation de la journée tournait en boucle. Les mots de mon directeur, bien que compréhensifs, résonnaient comme une menace. Régler cette situation personnelle, et vite. Mais comment régler une situation quand vos adversaires sont prêts à tout, y compris à détruire votre vie professionnelle par pure méchanceté? Je me sentais piégée, seule face à une hydre à 3 têtes. Chaque fois que je coupais une tête, 2 autres semblaient repoussées, plus venimeuses encore. J'ai passé 1 heure à tourner en rond, à ressasser ma colère, mon impuissance. Et puis, au milieu de ce désespoir, une pensée claire a émergé, je ne pouvais pas gagner cette guerre seule. Ils étaient une meute. J'étais seule. Ils avaient un avocat. Je n'en avais pas. Il était temps de rééquilibrer les forces. Ma main a attrapé mon téléphone, et j'ai composé le seul numéro qui me semblait sûr. Mathilde, ma meilleure amie depuis le lycée. Allô? Perrine? Il est tard. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Elle me connaissait trop bien. Ma voix s'est brisée dès les premiers mots. J'ai tout déversé, sans filtre. Le voyage, la confrontation, et surtout, l'appel immonde à mon patron. Je lui ai raconté la conversation, la honte, la peur de tout perdre. Elle a écouté, ne m'interrompant que par des grognements de fureur. Quand j'ai terminé, un long silence a suivi. J'ai cru qu'elle était choquée. Puis sa voix a retenti, froide comme la banquise. Les salauds. Les misérables salauds. Perrine, écoute-moi bien. C'est fini de pleurer. Maintenant, on contre-attaque. Sa force, sa certitude, ont été comme un électrochoc. Je ne sais pas comment faire, Mathilde, ai-je avoué. Je suis perdue. Non, tu ne le es pas. Tu es juste submergée. C'est normal. Écoute, mon cousin est juriste dans un grand cabinet d'affaires à la Pardieu. Il ne touche pas aux droits de la famille, mais il a un réseau long comme le bras. Laisse-moi l'appeler. Je ne raccrocherai pas avant d'avoir un nom pour toi. Je te promets que je te trouverai un requin. Pas un gentil conseiller, un vrai pitbull. C'est ce qu'il te faut. Fidèle à sa parole, elle m'a rappelé le lendemain matin. Elle avait un nom, Maître Ambroise Lambert. Spécialisé dans les cas familiaux, à haute tension, c'est comme ça que mon cousin l'a décrit. Il a la réputation de ne jamais rien lâcher et de détester les manipulateurs. Apparemment, c'est son carburant. Appelle-le.
J'ai pris le numéro, le cœur battant. J'ai appelé son cabinet, ma voix était un peu tremblante. La secrétaire a dû sentir l'urgence, car elle m'a trouvé une place pour une consultation le surlendemain, entre 2 rendez-vous. Le jour de la rencontre, je suis entrée dans son bureau, qui surplombait le Rhône. C'était un espace sobre, presque austère. Maître Lambert était un homme d'une 50aine d'années, avec un regard direct qui semblait voir à travers vous. Je me suis assise, et pendant 1 heure, j'ai tout raconté. J'ai étalé les relevés bancaires sur son bureau. Je lui ai raconté l'histoire du voyage. Et quand je suis arrivée à l'épisode de l'appel à mon patron, j'ai aussi avoué ma propre part de responsabilité, ma propre faiblesse. Je crois que je leur donnais de l'argent pour me sentir importante à leurs yeux, ai-je admis, la gorge serrée. Surtout après ma rupture. C'était ma façon de contrôler quelque chose, de me sentir utile. Il a écouté tout cela sans sourciller, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo. Mademoiselle Renaud, a-t-il dit d'une voix calme mais qui ne laissait place à aucun doute. Ils ne vous ont pas seulement pris votre argent. Ils ont exploité une faille émotionnelle, votre besoin d'être aimé et validé. C'est la pire des cruautés. Sur le plan juridique, ce que vous décrivez est un cas d'école de harcèlement moral et d'abus de faiblesse. La diffamation auprès de votre employeur est la cerise sur le gâteau. Nous avons largement de quoi nous défendre, et même de quoi attaquer. Un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. Il me croyait. Il mettait des mots légaux sur ma douleur. Puis, son visage s'est assombri. Il a ouvert un dossier sur son bureau. Et malheureusement, mademoiselle, leur cruauté ne fait que commencer. J'ai fait quelques recherches préliminaires après votre appel hier. Ils ont déjà bougé leurs pions. Ils ont déposé une requête au tribunal. J'ai regardé Maître Lambert, le sens de ses paroles luttant pour atteindre mon cerveau engourdi. Une requête ? De quoi parlez-vous ? Il a fait glisser un document officiel sur la surface polie de son bureau. Mes yeux ont scanné le texte, se perdant dans le jargon juridique jusqu'à ce qu'ils accrochent l'objet de la demande, écrit en gras. Requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique, mise sous tutelle. Le souffle m'a manqué, comme si on m'avait donné un coup dans le ventre. Mise sous tutelle. Ces mots étaient d'une violence inouïe. Il ne se contentait pas de réclamer de l'argent. Il demandait à un juge de me déclarer folle. Inapte. Incapable de gérer ma propre vie, mes propres biens. Il voulait me retirer ma qualité d'adulte, me réduire au statut d'enfant qu'il pourrait contrôler et piller à leur guise. Maître Lambert m'a résumé l'argumentaire. C'était une version amplifiée et déformée de l'appel à mon patron. Ils y décrivaient une Perrine en pleine dépression, fragilisée par sa rupture, déconnectée de la réalité, prenant des décisions erratiques, leur exemple principal étant, bien sûr, le fait d'avoir brutalement coupé les vivres à sa famille aimante. Il se positionnait en sauveur, en parents inquiets obligés d'intervenir pour me protéger de moi-même. C'était une manipulation si perverse, si habile, qu'elle m'a donné la nausée. Ils transformaient leur avidité en vertu, leur chantage en acte d'amour. C'est une tactique de guerre psychologique, m'a expliqué Maître Lambert, son calme contrastant avec ma panique intérieure. Ils veulent vous humilier, vous isoler, vous faire croire que le monde entier vous voit comme ils vous décrivent. Ils espèrent que la honte et la peur de voir votre santé mentale débattue sur la place publique vous pousseront à céder. Ne tombez pas dans leur piège. Je suis sortie de son bureau comme une automate. Le bruit de la ville, le flot des passants sur le quai, tout me semblait lointain, irréel. La trahison du voyage était une blessure. Ceci était une tentative d'assassinat. Pas de mon corps, mais de mon esprit, de mon identité. En rentrant chez moi, l'angoisse m'a étreinte. Et si on les croyait ? Et si un juge lisait ce rapport et y voyait une part de vérité ? C'est à ce moment précis que mon téléphone a sonné. Un numéro de fixe de la région de Saint-Étienne. Ma tante Gisèle, la sœur aînée de ma mère. Une femme simple, que je voyais peu, mais qui avait toujours eu un mot gentil pour moi dans les réunions de famille. Avec une lueur d'espoir absurde, j'ai décroché. Peut-être un allié ? Perrine, ma chérie ? Sa voix était chargée de larmes. C'est Gisèle. J'ai eu ta mère au téléphone tout à l'heure.
Ma pauvre petite, qu'est-ce qui se passe? Elle est inconsolable. Mon espoir est mort-né. Tante Gisèle, écoute, l'histoire est compliquée. C'est eux qui? Elle m'a tout raconté, m'a-t-elle coupé, la voix pleine de reproches. Comment tu l'as rejetée, comment tu refuses de lui parler? Elle est morte d'inquiétude pour toi, elle dit que tu ne manges plus, que tu te renfermes. Perrine, c'est ta mère. L'argent, ça va, ça vient, mais la famille, c'est pour la vie. Tu es en train de tout gâcher pour une histoire de vacances. Rappelle-la, je t'en supplie. Fais-le pour moi. J'ai écouté ce discours appris par cœur, chaque mot étant une brique de plus dans le mur qu'il construisait autour de moi. Il n'était pas seulement en train de m'attaquer, il recrutait des soldats, il transformait la bienveillance des autres en armes contre moi. J'ai murmuré que je devais raccrocher et j'ai mis fin à l'appel. Le doute, ce poison lent et visqueux, a commencé à s'infiltrer dans mes veines. L'appel de ma tante m'avait touché au point faible. Et si j'étais vraiment le monstre dans cette histoire? Et si ma colère m'avait aveuglé? Et si c'était moi qui avais tort? Pendant un long et terrible instant, j'ai envisagé de tout laisser tomber, d'appeler ma mère, de m'excuser, de rétablir les virements, juste pour que ce cauchemar s'arrête. Alors que je sombrais dans cette spirale de culpabilité, la sonnette de l'interphone a retenti, me faisant sursauter. J'ai regardé par le Judas. Ce n'était pas ma famille. C'était une femme que je ne connaissais pas, au visage neutre, qui tenait un badge. Services sociaux du département. Ils avaient déclenché l'arme ultime. La vue de cette femme à travers le Judas a provoqué en moi une réaction physique. Un froid glacial s'est répandu dans ma poitrine, et pendant une seconde, mon premier réflexe a été de ne pas bouger, de faire la morte, en espérant qu'elle s'en aille. Mais je savais que c'était inutile. C'était l'escalade ultime, le coup de grâce qu'il tentait de me porter. M'attaquer juridiquement, professionnellement, et maintenant, socialement. Me peindre non seulement comme incompétente, mais comme une personne en détresse, un cas social nécessitant une intervention. J'ai pris une inspiration profonde, j'ai lissé ma jupe et j'ai ouvert la porte. Mademoiselle Perrine Renaud? Sa voix était professionnelle, sans inflexion particulière. Je suis Madame Valérie, je suis assistante sociale pour le département du Rhône. J'ai reçu un signalement à votre sujet et je suis tenue de faire une visite à domicile. Cela ne prendra pas longtemps. Puis-je entrer? Le mot « signalement » résonnait comme une accusation. J'ai reculé pour la laisser passer, mon appartement me semblant soudainement trop petit, trop exposé. Elle a jeté un regard rapide mais expert autour d'elle, évaluant sans doute l'ordre, la propreté, cherchant des signes de chaos ou de négligence. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, refusant le café que je lui proposais machinalement. Elle a sorti un carnet et un stylo. Pour être transparente avec vous, le signalement émane de votre sœur, Mademoiselle Faustine Renaud. Elle nous a contactés pour nous faire part de ses vives inquiétudes concernant votre bien-être psychologique suite à une rupture difficile. Elle décrit un comportement d'isolement, une grande instabilité émotionnelle et une gestion financière que l'on pourrait qualifier d'erratique. Mon rôle ici est de discuter avec vous, de comprendre votre situation et de m'assurer que vous allez bien. J'ai écouté son discours, un monologue appris par cœur, et j'ai senti la colère monter. Mais la conversation avec Maître Lambert m'avait préparé. Je savais que m'énerver serait la pire des choses à faire. Ce serait donner du crédit à leurs allégations. Madame Valérie, ai-je commencé, joignant mes mains sur mes genoux pour qu'elle ne les voie pas trembler. Je vous remercie de votre sollicitude et de faire votre travail. Avant que nous commencions, me permettez-vous de passer un appel très rapide? Il est important pour la suite de notre conversation. Elle a semblé surprise, mais a acquiescé. J'ai composé le numéro de Maître Lambert. Il a répondu à la première sonnerie, comme s'il s'y attendait. J'ai immédiatement activé le haut-parleur. Maître, c'est Perrine Renaud. Pardon de vous déranger. Je suis en ce moment même en compagnie de Madame Valérie, une assistante sociale. Il semblerait que ma famille ait fait un signalement. La voix de l'avocat a empli la pièce, calme, posée, pleine d'autorité. Bonjour Madame Valérie. Je suis Maître Ambroise Lambert, l'avocat de Mademoiselle Renaud.
Je suis ravie de voir que les services sociaux sont si réactifs. Mademoiselle Renaud est à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Je l'ai encouragée à une transparence totale. D'ailleurs, elle a préparé un dossier pour vous, qui, je pense, éclaircira grandement la situation. Sous le regard étonné de Madame Valérie, je me suis levée et j'ai récupéré la chemise cartonnée que j'avais préparée avec mon avocat. Ce n'était plus seulement une défense, c'était une contre-offensive. Pendant 1 heure, j'ai méthodiquement démonté leur récit. Je lui ai montré mes fiches de paie, mes évaluations de performance impeccables. Je lui ai montré la lettre de félicitations de mon directeur. Je lui ai montré mes relevés bancaires, prouvant une gestion saine et une épargne régulière. Et puis, je lui ai montré les autres relevés, ceux des 2 années précédentes, en surlignant les dizaines de milliers d'euros versés à ma famille. La seule chose erratique dans ma vie, Madame Valérie, a été cette hémorragie financière. Ma décision d'y mettre fin n'est pas un signe d'instabilité. C'est le premier signe de mon rétablissement. Elle a tout lu, tout noté, son visage restant de marbre. Quand elle s'est levée pour partir, elle m'a regardé différemment. Votre dossier est très complet, Mademoiselle Renaud. Je vais devoir vérifier certaines informations, mais je vous remercie pour votre coopération. Je rédigerai mon rapport en conséquence. Après son départ, je ne me sentais ni soulagée, ni effrayée. Juste, vide. Comme une soldate avant la bataille finale. Maître Lambert m'a rappelé. Perrine, ils ont joué toutes leurs cartes, même les plus sales. Maintenant, il ne reste plus que le tribunal. C'est là que tout se décidera. Êtes-vous prête? J'ai regardé par la fenêtre le ciel gris de Lyon. J'étais fatiguée de me battre. Mais je savais que je n'avais pas le choix. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis née prête. Le matin de l'audience, l'air du palais de justice de Lyon était lourd, chargé d'une tension palpable. Assise sur le banc en bois dur à côté de Maître Lambert, je tentais de maîtriser les tremblements de mes mains en les serrant l'une contre l'autre. La salle d'audience, avec ses hauts plafonds et ses boiseries sombres, était conçue pour impressionner, pour rappeler à chacun la solennité de la justice. Pour moi, elle ressemblait à une arène. De l'autre côté, ma famille formait un bloc uni. Mon père, Hervé, le regard fixé sur le sol, semblait vouloir disparaître. Ma sœur, Faustine, me foudroyait du regard, son visage crispé par la haine. Et ma mère, Nadège, avait revêtu son expression de martyr, une femme noble et souffrante, trahie par sa propre fille. Leur avocat, Maître Gauthier, a commencé sa plaidoirie. Il a peint un portrait de moi qui m'était totalement étranger. Il a parlé d'une femme, fragilisée par une déception amoureuse, qui s'était coupée du monde et de la bienveillance de sa famille. Il a décrit mes décisions financières comme des actes impulsifs et irréfléchis, citant mon refus de payer le loyer de ma sœur comme la preuve de mon comportement erratique et potentiellement dangereux pour moi-même. Il a conclu en affirmant que ses clients, mes parents, n'agissaient que par amour filial et profonde inquiétude, cherchant à me protéger. Chaque mot était un mensonge, mais un mensonge enveloppé dans un langage juridique qui lui donnait un poids, une fausse légitimité. Ma mère a été la première appelée à la barre. Elle a marché lentement, a prêté serment d'une voix faible, comme si l'effort était immense. Elle a commencé son témoignage en pleurant. Elle a raconté des anecdotes de mon enfance, a parlé de notre relation si proche, avant de décrire ma transformation des derniers mois. Je ne reconnais plus ma fille, a-t-elle sangloté, en sortant un mouchoir. Elle est devenue froide, distante, en colère. Elle nous accuse de choses terribles, juste parce qu'on s'inquiète pour elle. Quand on lui a parlé de ce voyage, on pensait lui faire une surprise en revenant, mais elle l'a pris comme une attaque. On a tellement peur qu'elle fasse une bêtise. Maître Lambert s'est levé, son calme olympien contrastant avec le mélodrame de ma mère. Madame Renaud, vous dites que vous étiez fière de la réussite de votre fille. Cette fierté incluait-elle le fait qu'elle vous verse près de 70 000 € en 2 ans? Ma mère a été décontenancée. C'était sa façon de participer, de nous montrer son amour. Son amour, ou son devoir, a rétorqué l'avocat. N'avez-vous pas dit à des proches qu'il était normal qu'elle partage, car elle avait mieux réussi que vous? Le visage de ma mère s'est durci. Le masque de la mère éplorée s'est fissuré.
La vie est plus chère à Lyon qu'à Saint-Étienne, a-t-elle marmonné. Mais c'est vous qui vivez à Saint-Étienne, madame. Et c'est elle qui payait votre loyer. Pourquoi, selon vous, a-t-elle cessé de payer? Ma mère m'a jeté un regard venimeux. La vérité est sortie, brute, sans phare. Parce qu'elle est égoïste. Elle a réussi à Lyon, elle a de l'argent, une belle vie. Pour nous, à Saint-Étienne, c'est plus difficile. Nous pensions que c'était normal qu'elle aide sa famille. C'est son devoir. Quand elle a arrêté, pour une histoire stupide de vacances, nous avons bien vu qu'elle n'avait plus toute sa tête. Le silence est tombé dans la salle. Ce n'étaient pas les mots d'une mère inquiète. C'étaient ceux d'une femme rongée par le ressentiment, par la jalousie. Elle ne voyait pas ma réussite comme une source de fierté, mais comme une ressource qu'elle était en droit d'exploiter. À cet instant précis, toute la culpabilité, tout le chagrin que j'avais pu ressentir ont disparu, balayés par cette révélation brutale. Il ne restait plus que de la pitié. Une immense et triste pitié pour ces gens incapables d'aimer sans calculer. Faustine a témoigné après, débitant un flot de reproches sur ma froideur et mon avarice soudaine. Leur avocat a ensuite appelé un ancien voisin à la barre, qui a déclaré que j'avais l'air fatigué et stressé la dernière fois qu'ils m'avaient vu, plusieurs mois auparavant. C'était tout ce qu'ils avaient. Des sentiments, des interprétations, des ragots. Puis, ce fut mon tour. Mais avant que je ne me lève, maître Lambert a appelé son premier témoin. Ce n'était pas moi. C'était une personne que ma famille n'aurait jamais imaginé voir dans cette salle d'audience. La défense appelle à la barre le docteur Alix Fournier, a annoncé maître Lambert d'une voix qui a semblé résonner dans toute la salle. J'ai vu ma mère et Faustine échanger un regard confus. Qui était cette femme? Leur avocat, maître Gauthier, feuilletait ses notes, visiblement pris de court. Le docteur Fournier était une psychiatre experte auprès des tribunaux, une des plus respectées de la région. Après la visite de l'assistante sociale, maître Lambert avait été catégorique, ils ont ouvert la boîte de Pandore de votre santé mentale. Nous allons la refermer. Définitivement. Il m'avait envoyé la consulter pour une évaluation psychologique complète et indépendante. Le docteur Fournier s'est avancé à la barre. Son assurance et son professionnalisme imposaient le respect. Après avoir prêté serment, elle a commencé son exposé, se référant à un rapport détaillé. J'ai eu plusieurs entretiens approfondis avec mademoiselle Perrine Renaud et je lui ai fait passer une série de tests psychométriques standardisés. Mes conclusions, consignées dans ce rapport, sont formelles et sans équivoque. Mademoiselle Renaud est une femme intelligente, articulée, et ne présente absolument aucun signe de trouble psychotique, de dépression majeure ou de toute autre pathologie psychiatrique qui pourrait altérer son jugement ou sa capacité à gérer ses propres affaires. Elle a fait une pause, regardant le juge. Sa décision de mettre fin au soutien financier qu'elle apportait à sa famille, bien que manifestement douloureuse pour elle sur le plan affectif, n'est pas le fruit d'une impulsion ou d'une instabilité. Au contraire, elle découle d'une analyse rationnelle des faits et constitue un acte de préservation de soi psychologiquement sain et nécessaire. Tenter de pathologiser cette décision est, de mon point de vue d'expert, une simplification abusive et incorrecte. Maître Gauthier s'est levé pour le contre-interrogatoire, essayant de la déstabiliser. Docteur, n'est-il pas vrai que ma cliente traverse une période de stress intense suite à une rupture? Ce stress ne pourrait-il pas affecter son jugement? Le docteur Fournier l'a regardé par-dessus ses lunettes. Le stress, maître, est une réaction humaine normale face aux difficultés de la vie. Il n'est en aucun cas synonyme d'incapacité juridique. Si nous devions mettre sous tutelle toutes les personnes stressées, une bonne partie de ce tribunal serait concernée. En réalité, la capacité de mademoiselle Renaud à prendre des mesures pour protéger ses intérêts dans une période de stress démontre au contraire une grande force de caractère et une résilience notable. Leur argument principal, leur seule carte, venait d'être réduite en cendres. Ensuite, maître Lambert a appelé mon directeur, monsieur Dubois. Il a décrit mon travail avec des termes élogieux, fiables, rigoureuses, essentiels à l'équipe. Il a confirmé ma récente promotion et a raconté, avec une indignation visible, l'appel diffamatoire qu'il avait reçu. Il a conclu en disant « J'ai engagé Perrine Renaud il y a 5 ans pour son jugement impeccable. Ce jugement n'a fait que s'affiner avec le temps.
Toute suggestion contraire est, à mes yeux, ridicule. Finalement, c'était à mon tour. Je me suis dirigé vers la barre. Mon cœur ne battait plus la chamade. J'étais calme. Je n'étais plus là pour me défendre, mais pour affirmer qui j'étais. J'ai regardé le juge. J'ai regardé ma famille. Et j'ai parlé. J'ai raconté les faits, simplement. Les virements, le voyage, la trahison. J'ai parlé de la douleur, mais aussi de la prise de conscience. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit ma vérité. J'ai conclu en m'adressant directement au juge. Ce procès ne porte pas sur ma compétence, monsieur le juge. Il porte sur leur refus d'accepter mon non. Pendant des années, j'ai dit oui. Oui pour le loyer, oui pour la voiture, oui pour leurs vacances. Le jour où j'ai dit non, pour protéger ma propre santé financière et mentale, je suis devenue, à leurs yeux, une folle qu'il fallait faire taire et contrôler. La seule question aujourd'hui est de savoir si cette cour va cautionner cette forme de chantage affectif et financier. Le juge a suspendu l'audience. L'attente fut brève. À son retour, son visage était sévère. Après examen des pièces et des témoignages, le tribunal ne trouve absolument aucune preuve, pas même l'ombre d'une preuve, qui justifierait l'ouverture d'une mesure de protection. Mademoiselle Renaud est manifestement une femme compétente, intelligente et responsable. La requête est donc rejetée. Il a marqué une pause, et son regard s'est posé sur ma famille. De plus, le tribunal considère que cette procédure a été initiée de manière abusive, vexatoire, et dans le but manifeste de contraindre mademoiselle Renaud à subvenir à vos besoins financiers. C'est une instrumentalisation inacceptable de la justice. L'affaire est classée. Le marteau du juge a retenti comme un coup de tonnerre. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer, la rage impuissante dans les yeux de Faustine. Ils avaient perdu. Sur tous les fronts. En quittant le tribunal, je ne me sentais pas triomphante, mais sereine. J'avais perdu une famille, mais j'avais enfin trouvé quelque chose de bien plus précieux, le respect de moi-même. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. 3 mois de silence. Un silence qui, au début, était étrange, presque assourdissant, et qui est devenu peu à peu apaisant. C'est le silence de la paix, le silence de la liberté. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles, et je n'en ai jamais cherché. La rupture a été totale, chirurgicale. Pour marquer ce nouveau départ, j'ai déménagé. Mon ancien appartement était magnifique, mais chaque pièce était hantée par le souvenir d'un appel téléphonique, d'une angoisse, d'une larme. J'ai trouvé un petit bijou sur les pentes de la Croix-Rousse, un appartement avec un balcon qui offre une vue imprenable sur les toits de Lyon. Chaque matin, en buvant mon café face à ce panorama, je mesure le chemin parcouru. Cet espace, que j'ai décoré avec soin, avec des choses que j'aime, moi, est le symbole tangible de ma nouvelle vie. Une vie que je construis pour moi, et seulement pour moi. J'ai compris que pendant des années, j'avais vécu en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, de leur approbation. Aujourd'hui, je réapprends à écouter mes propres désirs. Je me suis inscrite à un club de randonnée, une passion que j'avais mise de côté faute de temps et d'énergie. Chaque week-end, je chausse mes chaussures de marche et je pars à la découverte des sentiers des Monts d'Or ou des vignobles du Beaujolais. L'effort physique, l'air pur, la camaraderie simple et bienveillante des autres marcheurs, tout cela a un effet thérapeutique. J'ai rencontré des gens nouveaux, des gens qui ne savent rien de mon passé tumultueux, qui me voient simplement comme Perrine, celle qui a toujours un morceau de chocolat en trop à partager au sommet. Je suis aussi en train de planifier mon premier grand voyage en solo. J'ai longuement hésité, puis j'ai réservé un billet d'avion. Pas pour une plage des Caraïbes. J'ai choisi la Corse, pour le GR20. Pour ses paysages sauvages, son caractère brut, sa beauté exigeante. L'idée de me lancer seule dans cette aventure, de ne compter que sur mes propres forces, est à la fois intimidante et incroyablement exaltante. L'argent que j'économise chaque mois, cet argent qui partait autrefois en fumée pour combler un puissant fond, s'accumule désormais sur un compte épargne que j'ai nommé « Liberté ». Ce mot n'a jamais eu autant de sens pour moi. J'ai appris indirectement, par une vague connaissance commune, que ma famille avait dû vendre la maison de Saint-Étienne. Que Faustine devait maintenant cumuler 2 emplois à temps partiel pour s'en sortir.
En entendant cela, j'ai ressenti un bref pincement au cœur. Ce n'était pas de la pitié pour eux. C'était une sorte de deuil. Le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir, une famille basée sur l'amour et le soutien mutuel, et non sur la dépendance et le ressentiment. Mais ce sentiment s'est vite estompé. Ils ont fait leur choix, ils en assument aujourd'hui les conséquences. Tout comme j'assume les miens. Hier soir, assise sur mon balcon, regardant la ville s'illuminer, j'ai écrit dans le journal que j'ai commencé à tenir après le procès. C'est devenu mon rituel, ma façon de mettre de l'ordre dans mes pensées. Pendant des années, j'ai cru que ma valeur résidait dans ce que je pouvais donner, dans ma capacité à résoudre les problèmes des autres. J'ai compris que je n'achetais pas leur amour, mais simplement leur attention. J'étais leur fonction, pas leur fille. Le procès m'a forcé à voir cette vérité, mais il m'a surtout libérée. Ma vraie valeur ne se mesure pas en euros, mais dans le courage de construire une vie où je n'ai plus besoin de l'approbation de personne pour me sentir complète. Aujourd'hui, je suis libre. Pas seulement de leurs demandes incessantes, mais de mon propre besoin compulsif de les satisfaire pour me sentir aimée. J'ai appris la leçon la plus difficile et la plus importante de toutes, la vraie famille, ce n'est pas toujours celle que le sang nous donne. C'est celle que l'on se choisit. Celle qui nous respecte, qui nous soutient, qui nous élève, pas celle qui nous tire vers le bas. Et aujourd'hui, ma famille, ce sont mes amis, comme Mathilde. Ce sont mes compagnons de randonnée. C'est la communauté bienveillante que je me construis, jour après jour. Et vous? Avez-vous déjà dû redéfinir ce que le mot « famille » signifie pour vous? Avez-vous dû prendre des décisions déchirantes pour protéger votre bien-être mental et votre indépendance? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait éclairer et aider tant d'autres personnes qui se sentent seules dans leur combat. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous.